Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, le costume que nous allons vous présenter est une reconstitution d'un costume féminin qui a été porté lors de sorties ou de petits dimanches dans les années 1920-1930. Il était porté surtout sur la zone géographique de Haut-Revan et nos collectages nous ont permis de noter ces silhouettes, notamment sur les villes de Ethel, Karnak, Log, Mariaker, Aradon, Van, Séné-sur-Zur et également sur Elvin. Donc cette silhouette, elle est ancrée dans notre vestiaire traditionnel depuis au moins la fin du 19e siècle, puisqu'elle existait déjà sous sa forme de caraco, jupe et tablier. À l'origine, elle était surtout portée au quotidien, donc les matières et les formes privilégiaient la résistance et la praticité. Cependant, avec l'évolution des modes et puis les nouvelles aspirations de la société après la guerre, le costume évolue. Les femmes veulent aussi ajouter un aspect esthétique à ce costume tout en gardant sa praticité. Au niveau de la reconstitution, on a reconstitué entièrement ce costume, donc toutes les pièces ont été réalisées cette année. Au niveau des chemisiers, on a fait appel à une couturière professionnelle qui nous a beaucoup aidé et on a travaillé avec elle sur la confection de ces chemisiers. Sur les jupes, tabliers et les coiffes, on a également pu avoir l'aide des petites mains du cercle qui nous ont aidés sur ces costumes. C'est l'occasion de les remercier parce que sans eux, on ne porterait pas ce costume-là aujourd'hui. Au niveau de la composition de ce costume, donc la première pièce est évidemment le chemisier. Donc le chemisier, qu'on appelle aussi caraco. Ici, il est réalisé dans une crête de laine de couleur noire. Alors le noir était surtout porté d'après nos iconographies et nos recherches à cette époque-là, donc c'est pourquoi ce choix de couleur-là. On peut remarquer qu'il est froncé légèrement donc en haut, mais également sur le devant, ce qui permet de donner de l'amplitude au costume, au chemisier, pardon. On a également travaillé sur différents types de cols, puisqu'on a pu remarquer au travers de nos collectages qu'il y avait une variété de cols, mais aussi de poignets. Et donc là aussi, ça nous paraissait important de travailler et de mettre en avant aussi ces différences-là. Donc on a 4 types de cols. On a 2 cols de bateau, qu'on appelle aussi col marron, qui étaient très en vogue à cette époque-là. Donc on en a un qui est un peu plus petit que l'autre, donc il y en a un que vous pouvez voir là-bas. On a aussi des cols ronds, qu'on peut constater juste ici, qu'on appelle aussi col Claudine. Également un col chemisier ouvert qu'on peut remarquer ici. Donc on a voulu mettre en avant ces variétés de cols aussi dans nos reconstitutions. Et au niveau des poignets, on a travaillé surtout sur la largeur des poignets. Donc moi ici j'ai une largeur assez large et là on a travaillé une plus petite largeur. Au niveau de la deuxième pièce, donc on a la jupe. Cette jupe est réalisée dans un sergé de coton noir. Elle est réalisée en plusieurs plis plats qu'on a fait en miroir, ce qui permet d'obtenir le pli creux qu'on a à l'arrière ici, qui est mis du coup au centre de la jupe. La jupe, elle est fermée par une ceinture plate et un crochet sur le devant. Et par-dessus cette jupe-là, on a donc ajouté un tablier, qui est réalisé dans une cotonnade légère, qui peut être unie ou à motif, et elle est plissée au niveau de la ceinture. On peut remarquer que, contrairement au tablier de cérémonie, ici, il n'y a pas de devantier ou de bavette. Et effectivement, on est ici sur une ceinture plutôt plate, qui peut être droite ou légèrement taillée en V, comme on peut remarquer ici. On a travaillé également certains détails comme les poches et également sur les fermetures de tablier. On a des fermetures avec des lacets et également avec du boutonnage. Au niveau des coiffes, alors là, pareil, on a travaillé plusieurs coiffes. Alors on a mis en avant les coiffes qui étaient portées à cette époque sur le pays de Vannes. La première, c'est évidemment la coiffe emblématique du pays de Vannes-Auray, qui est la jobeline, qu'on appelle aussi la trigintre, du fait de ces 3 points qui sont marqués lors du pliage. Cette coiffe-là, elle est réalisée dans du tulle, dans une mousseline de coton ou du gaze à cette époque. Cette coiffe, elle peut être également bordée d'une dentelle ou non. Et on peut remarquer ici qu'en dessous la coiffe, qui apparaît en transparence, c'est le bonnet, qu'on appelle aussi la coiffette, qui est généralement constituée des mêmes matières que la coiffe. Ici, il n'a pas de lacet. Et au niveau de la longueur de la coiffe, il faut savoir que plus le temps évolue, plus la coiffe se raccourcit,
Et donc là, on est sur une période des années 20-30. D'après nos iconographies, encore une fois, on a vu beaucoup de longueurs différentes, mais ici, on a, dans l'ensemble, ce qui ressortait généralement, c'est qu'elle arrivait à hauteur d'oreille. Donc d'où le choix qu'on a pu effectuer. La deuxième coiffe qu'on a mis en avant, c'est la coiffe des îles du Golfe du Morbihan, que vous avez juste ici. Cette coiffe, elle a été portée sur l'île d'Ar et l'île aux Moines notamment. Elle est composée d'une pièce principale qui est le tourlouchou, c'est le boudin de noir en velours qui se situe juste en dessous. On a une résille qui vient par-dessus et une gaze qui vient finir la coiffe, en sachant qu'elle finit par deux barbes qui tombent dans la nuque de la fille. Voilà pour les coiffes, et je vais donc finir par les accessoires. Donc les filles portent en dessous de leur jupe des collants noirs, une culotte fendue et également un jupon réalisé dans une toile de coton blanc. Au niveau des chaussons, donc les filles ont des chaussures à petits talons qui sont de couleur plutôt foncée, donc noir ou marron. Elles sont fermées par des lacets ou légèrement ouvertes avec des brides. Et au niveau des bijoux, là encore, on observe une grande variété de bijoux à cette époque-là. Donc on a des montres, des broches, des dormeuses, des colliers de draperie ou des chaînes fines également. Et certaines filles aussi ont fait le choix de porter un petit foulard, comme je peux porter ici, en crêpe ou en dentelle, comme porte Manon là-bas. Voilà, merci pour votre écoute et je laisse le micro à Jean-Christophe pour la suite de la présentation. Alors pour la question à poser, nous avons choisi de vous parler de la coiffure et de la pose des coiffes. Donc nous allons vous présenter la coiffure et la pose des deux coiffes qui ont été présentées par Gaëlle juste avant. Et nous allons commencer par la jobeline. Donc pour la coiffure de la jobeline, on va séparer les cheveux en deux au niveau des oreilles. Puis l'arrière va être de nouveau séparé en deux afin de créer deux tresses qui vont être à la base de la nuque. Sur l'avant, on va séparer en deux ou trois en fonction de l'implantation capillaire de la fille ou de son goût. Puis les cheveux vont être travaillés, brossés, crêpés et fixés par des pinces plates et de la laque. Le reste est ramené à l'arrière, en haut de la tête pour former un chignon. Et les nattes peuvent être remontées autour du chignon. Les iconographies dont nous bénéficions nous ont montré deux façons de faire, soit les remonter droites, soit les monter en forme de cœur. Sur ce chignon, on va venir apposer un bonnet. Ce bonnet peut être en tulle de coton, brodé ou non. Il peut aussi être en filet ou en crochet, et éventuellement être bordé de dentelle comme on a ici. Ce bonnet vient être fixé à l'aide d'épingles à tête blanche dans la coiffure. Et il faut s'assurer qu'il est posé bien droit, puisque c'est sur celui-ci que sera fixée la coiffe par la suite. Donc la coiffe, elle a été préalablement amidonnée et repassée à l'envers afin de marquer un pli central qui sera nécessaire à la pose correcte de la coiffe ensuite. Donc on vient le poser sur la tête de la fille et serrer les lacets qui vont nous permettre d'emboîter cette coiffe sur le bonnet en marquant des petits plis sur le fond de coiffe. Donc cette coiffe a deux éléments principaux qui sont donc une partie rectangulaire qu'on appelle la visagière et un fond de coiffe dont les plis vont être marqués et sur toute la longueur et répartis équitablement. Donc on va la poser sur le chignon et venir emboîter cette coiffe en serrant les deux lacets pour effectuer un serrage de la passe qui vont venir donc bien englober la totalité du bonnet. Puis le lacet que Mélanie est en train de manipuler va être disposé sur le haut de la tête et le long des fronces en bas du fond de coiffe, fronces qu'il faut répartir équitablement pour avoir un rendu harmonieux. Le lacet est donc disposé, comme je l'ai expliqué, et fixé sur la visagière avec deux épingles à tête blanche de nouveau. À cette étape, il est important de vérifier que le pli central et le pli marqué par le repassage est bien centré sur la tête de la fille, afin que la coiffe soit posée correctement et bien centrée. Par la suite, on effectuera un rebrassage de la coiffe, de la visagière, sur l'arrière, en n'allant pas trop en arrière, sur quelques centimètres. Et
Et on viendra donc fixer ce rabat à l'aide d'épingles blanches dans les angles de la coiffe. On fixe la coiffe avec 2 épingles au niveau de la visagère et qu'on vient piquer dans le bonnet sur le haut. Une fois qu'on a rebrassé la coiffe, on vient marquer les 3 plis caractéristiques de la coiffe à l'aide des doigts. On va passer à la coiffe des îles du Golfe. Donc, comme l'a expliqué Gaël tout à l'heure, cette coiffe est composée de trois éléments. On a donc un tourlouchou, qui peut être une pièce qui peut être faite de cheveux, donc de nattes qui avaient pu être coupées. Il pouvait être rempli de laine également ou de capoc. Et c'était recouvert de tissu noir ou de velours. À l'origine, c'est une pièce qui n'existait pas, c'est-à-dire que les filles utilisaient des nattes qui étaient faites avec leurs cheveux pour faire la base, pour pouvoir poser la résiste dessus. Au niveau de la coiffure, on est sur quelque chose de similaire avec la coiffe précédente. La seule différence va être essentiellement les nattes qui vont être faites plus vraiment la base de la nuque, mais plus sur les côtés, pour venir remonter le long de ce boudin. Donc ce boudin vient en tant que base, et par-dessus on va donc enserrer une résille en point d'Irlande ou en crochet, qui pouvait être ornée de plus ou moins de motifs selon les occasions. Elle pouvait même être dénuée de motifs en cas de deuil. Et on vient donc l'enserrer à l'aide d'un lacet dans une coulisse, puis nouer à la base de la nuque, et ensuite on rentre ce nœud à l'intérieur. Par-dessus, on va venir appliquer une gaze de coton, qui est donc un tissu transparent qui permet de voir le motif de la résille à travers, un peu comme vous pouvez voir tout à l'heure avec les coiffes, avec la jobeline et le bonnet. Donc on vient l'appliquer dessus et il est fixé avec 2 épingles à tête blanche sur les côtés. On peut remarquer donc les 2 barbes qui pendent dans le dos, dans la nuque. Ces barbes pouvaient être rebrassées également selon les occasions, plutôt pour les grandes occasions ou les jours de fête. Il était possible que les femmes ne portent pas cette gaze. Au quotidien, elles avaient tendance à ne porter que le tourlouchou et la résille, et portaient la gaze par-dessus, plutôt pour les dimanches ou les jours de fête également. Merci. Merci. Si je peux me permettre, pendant que tu finis, on va commencer à poser quelques questions pour avoir un petit temps d'échange avec vous. On s'est posé quelques questions justement par rapport à vos reproductions de chemisiers, de caraco. Dans votre dossier, vous avez pas mal évoqué effectivement les petites variations, les choix de variations de col, aussi les variations sur les poignets. Par contre, sur la forme globale, la structure globale, vous avez fait un choix d'une forme homogène. Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport à ce que vous avez trouvé dans les sources et à votre démarche et de votre choix? C'est vrai que sur la forme, on peut aussi avoir des choses beaucoup plus plates, en fait, sans forcément de fronce à l'avant et à l'arrière, ou en tout cas beaucoup moins foncé. Mais c'est vrai que sur les années 20, en tout cas, sur pas mal d'événements et pas mal d'iconographie qu'on a trouvé de sorties, donc ça peut être par exemple le pardon de Saint-Cornélier à Carnac, où il y a aussi l'inauguration du monument aux morts d'Ardon, où on remarque ces fameux plis de chemisier. Donc on s'est dit que c'était sûrement un effet de mode aussi de cette époque, et comme nous on a souhaité représenter un costume de sortie ou de petit dimanche, quelque chose d'un peu plus chic, voilà pourquoi on a fait ce choix. D'accord, merci. Une petite question annexe, vous nous avez expliqué ce que vous portiez sous vos jupes, mais on se demandait ce que vous portiez sous vos caracos. Non, on ne veut pas voir, Ronan, on veut juste savoir. Alors, pour la praticité, nous on porte des t-shirts à manches courtes. On aurait pu effectivement, de façon plus trad, porter des fonds de robe. Le problème, c'est que les fonds de robe normalement sont à manches, et du coup, au niveau de la transpiration, on a préféré faire le choix de quelque chose de plus couvrant pour la conservation des chemisiers. Notamment, vu le budget que ça nous a demandé, on préfère les faire durer dans le temps. Voilà. Mais effectivement, on aurait pu y porter un fond de robe classique à manches traditionnel comme ça existe. D'accord, très bien, merci. Et alors une autre question sur ces silhouettes des années 20-30. Dans vos sources, vous nous présentez des silhouettes qui nous semblent, voilà, alors
avec peut-être des a priori, mais plus citadines, d'autres plus de la campagne. Est-ce que vous avez identifié, vous, dans vos recherches, des différences entre ce qui pouvait être peut-être plus citadin, plus campagnard? Est-ce que vous vous êtes posé, en fait, dans votre projet, est-ce que vous vous êtes posé cette question? Et est-ce que vous avez fait des choix par rapport à ça par rapport à ces éléments? Oui, alors comme on le disait dans le dossier, la complexité aussi de cette mode-là, c'est que c'est une mode évolutive. On sait très bien que c'est pas une mode fixée. On a trouvé notamment des iconographies à plusieurs dates. Donc, par exemple, l'inauguration du monument aux morts d'Aradon, on est sur 1922, 1923, je crois. Le pardon de Saint-Cornélie, on est en septembre 1924. Et effectivement, on a aussi trouvé des sources plus tardivement, au début des années 30. Donc on voit que c'est une mode qui évolue dans le temps. On voit aussi que c'est une mode qui est portée en ville, mais qui existe aussi dans les campagnes. Par exemple, un film qui a été tourné en fait par une équipe qui est venue en 1936 à Surzur. Et là, les femmes ont sorti, on le sent, les beaux costumes du dimanche, parce qu'elles sont enregistrées dans la cour de la ferme, mais pour autant, elles sont ce qu'on pourrait appeler endimanchées. Donc c'est vrai que là, on voit que c'est plutôt un costume pour aller à un événement, et c'est pas forcément un costume quotidien comme on l'expliquait, à porter tous les jours. Voilà, c'est vraiment un costume un peu... mais on est quand même, dans nos collectages, on est quand même sur des bourgs qui sont pas encore des villes à cette époque-là. Aradon, Carnac par exemple, ça reste encore des communes qui ont une importance, mais qui ne sont pas encore si développées que ça.